Lizzie présente Code 612. Qui a tué le petit prince? De Michel Bussy. Lu par Slimane Yefsa. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe un arbre. Ce ne fit même pas de bruit, à cause du sable. Le petit prince. Avant-propos. Le matin du 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry s'envole de Borgo, en Corse, pour une mission de reconnaissance militaire. Personne ne le reverra jamais. Sa disparition demeurera une énigme pendant près de 60 ans, jusqu'à ce qu'à la suite d'un étonnant concours de circonstances, on repêche en Méditerranée quelques débris du bimoteur américain sur lequel il volait. Est-ce pour autant la fin du mystère Saint-Exupéry? Le corps de l'écrivain n'a jamais été retrouvé. Les rares récits des témoins se contredisent. Que nous reste-t-il aujourd'hui pour élucider sa disparition? Saint-Exupéry aurait-il semé des indices derrière lui? Existe-t-il une clé dans ses derniers écrits? Un peu plus d'un an avant sa mort, avant de repartir combattre en Europe, l'écrivain a rédigé un court texte, d'abord considéré comme une œuvre mineure et naïve. Le Petit Prince. Et si ce conte était son testament? Et si Saint-Exupéry y révélait les secrets de sa disparition? La mort brutale du Petit Prince dans le conte, et celle de Saint-Exupéry quelques mois plus tard, présentent d'étonnantes ressemblances. On n'a retrouvé de Saint-Exupéry qu'une carcasse rouillée d'avion, alors que le Petit Prince annonçait qu'on ne retrouverait de lui qu'une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces, nous prévenait Saint-Exupéry. J'aurai l'air d'être mort, et ce ne sera pas vrai. Le phénoménal succès éditorial du Petit Prince, tout comme la vie aventureuse de Saint-Exupéry, ont fait l'objet d'une abondante littérature. Pourtant, aucun ouvrage n'a jusqu'à présent cherché à dresser le parallèle entre le destin de Saint-Exupéry et celui du Petit Prince. Parce que le crime a été habilement maquillé derrière un conte philosophique? Parce que personne ne s'est vraiment posé la question « Qui a tué le Petit Prince ?» C'est cette idée qui a guidé ce roman. Tirer le fil de l'étrange similitude entre la disparition de Saint-Exupéry et celle de son héros. Mener la contre-enquête. Les coupables possibles et les mobiles ne manquent pas. J'ai rassemblé toutes les pièces du dossier. Tous les faits exposés dans ce livre sont vrais. Toutes les anecdotes sur la vie et la disparition de Saint-Exupéry sont réelles. Toutes les citations mentionnées sont fidèlement retranscrites. Toutes les références à son manuscrit original, à ses hésitations, choix, ratures, aux dessins retenus ou non avant que le conte ne soit édité, ou à la carte de Piri Reis, sont rigoureusement exactes. Après avoir recueilli tous ces éléments avérés, j'ai fait le choix de les ordonner d'une façon qui, je crois, n'avait jamais été imaginée. Ces pièces du mystère seront à votre disposition. Vous pourrez vous aussi jouer au détective et proposer votre propre solution. Peut-être n'avez-vous jamais lu Le Petit Prince, ou il y a trop longtemps pour que vous vous en souveniez avec précision. Dans ce cas, laissez-vous guider par mes deux enquêteurs. Peut-être êtes-vous de ceux qui l'ont lu et relu et en connaissent intimement chaque phrase. Vous pourrez alors vous amuser à rechercher les multiples clins d'œil semés à travers les lignes de cette histoire. Les astéroïdes sont devenus des îles. Le vol d'oiseaux sauvages est remplacé par un avion, mais les témoins sont les mêmes, absurdes et attachants. Bon vol, belle lecture, belle redécouverte de ce conte inclassable. J'espère que cette contre-enquête le sera tout autant. Mystérieuse, surprenante et poétique. L'île du businessman. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Le businessman. Astéroïde 328.
On voit 3 étoiles dans un trou. On monte vers elle. Ensuite, on ne peut plus redescendre. On reste là, à mordre les étoiles. Vol de nuit. Chapitre 1. Il y a une feuille qui dépasse. Véronique se tient devant la porte, sous la véranda, et me sourit. C'est le premier vrai jour de beau temps depuis des semaines. Le ciel est bleu, sans le moindre voile. On entend le chant des tondeuses jusqu'aux confins du lotissement. J'arrache la feuille rebelle et admire la haie de Troène, lisse et droite. Parfaite. Véronique m'envoie un baiser et examine le reste du jardin. Son regard se pose sur les racines du cerisier du voisin qui menace de se glisser sous les dalles de l'allée, sur le barbecue de briques que je n'ai pas nettoyé depuis hier soir, sur le portail resté ouvert. Je franchis les 3 mètres qui séparent notre maison des limites de notre jardinet. Je pousse la grille. « Merci », murmure Véronique. Notre petite planète. Notre petite planète est presque parfaite. Le soleil ne semble briller que pour nos 100 mètres carrés. Pour rendre belle Véronique aussi. Elle disparaît d'un coup. « Téléphone, Néven, pour toi !» Elle me tend le combiné. Je marche dans le jardin. « Néven le fou ?» Oui. « Okodolo. Vous êtes bien mécanicien à l'aéroclub du Soleil 13. Votre patron m'a donné votre numéro. » Oui. « J'ai besoin de vous, tout près de Marseille, Calanque de Sormiou. » Maintenant ? Ça ne vous prendra qu'un instant. Mais j'ai vraiment besoin d'un spécialiste des vieux avions. Je me retourne tout en parlant. Le vent s'est un peu levé. Je remarque que Véronique frissonne et je referme devant elle la vitre de la véranda, autant pour qu'elle n'ait pas froid que pour qu'elle ne m'entende pas répondre. J'arrive. Chapitre 2. Le yacht d'Okodolo s'éloigne de la plage de Sormiou. Je regarde la calanque rapetissée et les mouettes quitter leur cachette pour survoler le bateau. Le vaisseau blanc progresse presque silencieusement, comme tiré par les oiseaux à l'aide de fils invisibles. Le diamant des îles, c'est son nom, est aussi fin qu'un avion sans ailes, glissant sur un ciel sans vagues. Okodolo a tout posé sur la petite table d'acajou. Je détaille les morceaux de métal rouillé, un stylo, de vieilles tôles. Oko saisit avec précaution, entre ses immenses doigts, le petit stylo noir. Un pêcheur vient de le remonter dans son filet. Un Parker 51, encastré dans ses plaques de fer. Je me penche un peu plus. Je reconnais des morceaux de cockpit, d'aileron, d'empennage. Aucun doute possible. Je me lance. L'épave d'un Lockheed P-38 Lightning ? Okodolo siffle, admiratif. Bravo. Votre réputation n'est pas usurpée. Je hausse les épaules, sans fausse modestie. Je ne comprends pas l'intérêt de cette carcasse rongée par l'eau salée. Des centaines de pilotes de guerre ont perdu la vie au-dessus de la Méditerranée. Qu'est-ce que cette carlingue a de particulier ? Oko joue avec le capuchon noir, cerclé d'argent, du stylo plume. Le yacht s'est arrêté au nord-est de l'île de Riou. Les mouettes se sont éloignées. Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry a disparu, quelque part au large des côtes de Provence, à bord d'un P-38 Lightning. Des souvenirs flous, vieux d'une vingtaine d'années, me reviennent. Des unes de journaux, des flashs radio. À l'époque, j'avais encore la tête dans les nuages. Je m'intéressais aux avions qui volaient, pas aux épaves. On a fini par le retrouver, non ? Okodolo confirme. Effectivement. Ici même, au large de l'île de Riou. Plus de 50 ans après sa disparition. Mais on n'a jamais découvert. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.